Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de venir nous voir aujourd'hui sur cette conférence que on a sobrement intitulée « Comment mieux juger les discriminations ». Alors quand je dis nous, c'est le groupe Justice de la France Insoumise, les animateurs du livret, j'en vois quelques-uns ici. On avait cette année envie de parler un peu des discrimes en toute matière et donc devant les juridictions. Et c'est vrai que j'ai eu le plaisir de voir que la thématique des discriminations était assez largement reprise dans beaucoup de conférences. Il y en a au moins 4 ou 5 cette année sur l'égalité salariale, etc. Et je trouve que c'est une très bonne chose que ce thème avance, parce qu'il n'est pas toujours évident, y compris à gauche, mais il est devenu évident au sein de la France Insoumise. Bien, on se réunit aujourd'hui, c'est l'ironie de l'organisation, sous le chapiteau Gracchus-Babeuf. Et le chapiteau Gracchus-Babeuf, c'est quand même le révolutionnaire de la conjuration des égaux. C'est quand même le révolutionnaire qui a voulu traduire, si vous voulez, en acte, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en disant mais ça ne suffit pas que ce soit écrit, il faut encore que ça ait lieu. Et dans le manifeste des égaux, qui est un petit peu la doctrine fondatrice des conjurés, qui vont être ensuite condamnés, il est dit, et j'ai trouvé la formule éclairante, toujours et partout, on berça les hommes. À l'époque, on parlait des hommes, toujours. Aujourd'hui, on dirait les humains. Toujours et partout, on berça les hommes de belles paroles. Jamais et nulle part, ils n'ont obtenu la chose avec le mot. Jamais et nulle part, ils n'ont obtenu la chose avec le mot. Et puis plus loin, ils nous disent il nous faut non plus seulement cette égalité transcrite dans la déclaration, donc la grande déclaration de 1789, nous la voulons au milieu de nous, sous le toit de nos maisons. Donc vous avez compris le principe, c'est l'idée d'une égalité réelle qui se traduise en actes et non plus simplement une déclaration d'intention sur du papier glacé. Et si vous voulez, les jalons de la grande histoire du socialisme étaient posés par cet appel à l'égalité réelle, que poursuivront évidemment les pré-socialistes, donc notamment les babouvistes, ensuite Marx et Engels, ensuite les révolutionnaires de 1848, les communards, le Conseil national de la résistance, et aujourd'hui les partis et mouvements authentiquement progressistes dont nous sommes. Et aujourd'hui, on a décidé, avec les camarades du groupe, d'inviter des acteurs, ou bien plutôt des actrices, de cette égalité réelle qui, disons, lutte au quotidien contre toutes les formes de discrimination. Parce que, sans revenir sur l'histoire du concept, égalité et discrimination sont deux concepts évidemment liés. Et aujourd'hui, c'est l'outil, l'instrument, le concept que l'on utilise devant les juridictions pour combattre les inégalités, quelles qu'elles soient. Alors, il existe 25, je crois, motifs discriminatoires au dernier recensement. Le genre, l'origine, le handicap, l'âge, les opinions politiques, et j'en passe, il y en a 25 comme ça, l'état de santé par exemple, l'activité syndicale. Et la discrimination, c'est un traitement différencié et défavorable à l'endroit d'une personne ou bien d'une catégorie de personnes. On parle alors de discrimination systémique, sur le fondement de l'un ou de plusieurs de ces motifs discriminatoires. Et quand il y en a plusieurs, on peut parler de discrimination cumulative, on peut aussi parler de discrimination intersectionnelle. Et ces motifs-là se retrouvent, si vous voulez, d'une manière ou d'une autre, devant la justice et devant la police, et sont traités d'une manière encore très imparfaite aujourd'hui. Et on va essayer aujourd'hui de déceler ces imperfections et de voir quelles sont les pistes qui pourraient nous amener à améliorer, si ce n'est révolutionner, le système tel qu'il existe. Alors, pour une brève présentation des invités, on va commencer par entendre Caroline Mécari, qui est à mes côtés, qui est avocate spécialisée dans la défense des droits des personnes LGBTI+,
une avocate militante, je pense que je peux le dire comme ça, qui a fait avancer la jurisprudence dans cette matière comme peu de gens en réalité l'ont fait, en militant dans les prétoires au quotidien et en faisant intervenir des grands principes et des juridictions aussi internationales, en utilisant la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne, pour faire avancer le droit, les pratiques, les mentalités aussi des juges français sur ces thématiques de discrimination fondamentale que sont les discriminations à l'encontre notamment des personnes en fonction de leur orientation sexuelle. On entendra ensuite Clara Gandin, qui elle est avocate aussi. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois avocat moi-même. Avocate qui, elle, a un prisme sur le droit du travail et sur la lutte contre les discriminations au travail. Alors là encore, vous avez les 25 motifs. Clara Gandin fait partie de ces avocats qui ont initié les premières actions de groupe en droit français, des class action à la française, pour lutter pour déceler les discriminations systémiques et pour y apporter des remèdes dans les entreprises. Je pense qu'elle nous fera un retour d'expérience là-dessus. Ensuite, on entendra Marion Beauvalet et Daniel Obono. Marion, qui est co-responsable du groupe thématique sécurité à la LFI et qui est rédactrice d'une note pour l'intérêt général, qui est un think tank proche de la France Insoumise, qui s'intéressait aux thématiques de la sécurité et notamment à la façon dont les victimes de sexisme, de violence sont reçues dans les commissariats et dont les plaintes peuvent être traitées. Voilà, je trouve que c'est un thème très intéressant qu'elle va développer avec notamment une méthode que je ne connaissais pas, qui est la méthode de Philadelphie. Voilà, elle nous en dira plus. Et puis Daniel Obono, que je n'ai pas la prétention de présenter, qui nous fera peut-être, nous donnera son point de vue sur les remèdes à apporter, sur la façon dont la France Insoumise et puis les députés ont répondu présents tout au long de ces 5 années, bientôt 5 années, au Parlement pour faire en sorte que le droit de la non-discrimination ne soit pas seulement quelque chose qui flotte dans l'air, mais soit aussi traduit en actes. Voilà, je donne tout de suite la parole à Caroline Mécari. Merci beaucoup. Alors d'abord, évidemment, bonjour à toutes et à tous. Et je vous remercie infiniment de m'avoir invité à participer à cette conférence sur le thème, donc, comment juger les discriminations. Ce que vient de dénoncer Xavier, je ne vais pas le répéter, sur les critères qui figurent dans la loi qui permettent d'interdire tout comportement, toute action différente en raison soit du sexe, de l'orientation sexuelle, etc. etc. Et je vais rebondir sur Gracchus Babeuf, pardonnez-moi, j'ai un cheveu sur la langue, mais c'est pas très grave, parce qu'au fond de ce que je comprends de sa pensée, c'est que les discriminations, ça se combat, et les droits, ça se conquiert. Les droits, ça s'arrache, personne ne nous les donne. C'est la raison pour laquelle Xavier m'a demandé d'intervenir pour un petit quart d'heure afin de vous parler de mon expérience d'avocate qui, entre guillemets, par la force des choses ou par le hasard des rencontres et des clients, a été amenée à utiliser le prétoire, c'est-à-dire les juridictions, pour faire avancer la question de l'égalité des droits pour les personnes LGBTI. Et c'est assez rare en réalité que d'utiliser le prétoire pour faire bouger les lignes de la loi. Je crois que une des rares personnes et une des rares avocates à l'avoir fait, vous la connaissez toutes, c'est Gisèle Halimi, qui l'a fait avec beaucoup de brio. Et grâce à elle, on peut dire que nous, les femmes, et vous, les hommes aussi, en réalité, nous avons avancé sur le chemin de l'égalité. Donc, conquérir des droits, ce n'est pas quelque chose qui se fait, entre guillemets, naturellement. Et pour illustrer mon propos, je vais... prendre 3 exemples qui sont, à mon avis, 3 exemples topiques. Le premier concerne la revendication du mariage civil pour les personnes LGBT.
Le deuxième concerne la question de l'adoption. Donc ça concerne l'homoparentalité. Et le troisième concerne l'accès aux techniques de procréation médicalement assistée qui permettent à des couples infertiles de concevoir un enfant. Alors, mon premier point, mon premier exemple, c'est la question du mariage. Je parle bien évidemment du mariage civil, je ne m'occupe pas du mariage religieux. Au passage, je précise qu'aucun mariage religieux ne peut être célébré si préalablement il n'y a pas un mariage civil qui a été célébré. Donc, dans les années 2000, pour mémoire, il faut savoir que dans le Code civil, il n'y avait absolument aucune définition du mariage comme étant l'union d'un homme et d'une femme. La seule définition du mariage, c'était une définition résultant d'un arrêt de la Cour de cassation, donc de la jurisprudence remontant à 1905, Cour de cassation qui avait donc défini le mariage comme étant l'union d'un homme et d'une femme. Et nous sommes donc dans les années 2000. Depuis 1905, évidemment, il y a quasiment un siècle qui s'est écoulé. En plus, la France a changé 2 fois de constitution. On est passé de la 3e à la 4e, puis à la 5e République. Et par ailleurs, la France a signé la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit l'égalité de traitement indépendamment de tout critère, quel qu'il soit. Et même si l'orientation sexuelle n'est pas mentionnée dans la Convention européenne des droits de l'homme, aujourd'hui, on sait qu'il en fait partie. Donc, dans ce contexte, un maire que vous connaissez, dont vous avez évidemment entendu parler, Noël Mamère, a, à travers un processus sur lequel je vais passer très vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais bon, a accepté de marier 2 hommes à Bègle le 5 juin 2004. Véritable mariage, acte d'état civil établi, évidemment branle-bas-le-combat politique, suspension immédiate du maire Noël Mamère par le ministre de l'Intérieur et procédure judiciaire, c'est-à-dire recours du procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Bordeaux qui va annuler le mariage. Mais ce qui permet d'alimenter le débat, y compris sur le plan juridique, saisine de la Cour d'appel de Bordeaux. Là aussi, la Cour d'appel de Bordeaux va confirmer l'annulation du mariage tout en soulignant la qualité de l'argumentaire. L'argumentaire juridique, il était très simple. Il consistait à dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de définition dans le Code civil du mariage, juste une définition jurisprudentielle remontant à un siècle et le droit positif ayant été considérablement modifié avec l'intégration à la fois de la Ve République qui contient la Déclaration des droits de l'homme et l'article 1er qui stipule que tous les hommes naissent et demeurent égaux en droit et par ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, la Convention européenne des droits de l'homme, eh bien, il fallait en 2004 apprécier, interpréter toutes ces règles pour dire que le mariage pouvait être l'union d'un homme avec un homme ou d'une femme avec une femme. La Cour d'appel a donc malgré tout confirmé, c'est remonté à la Cour de cassation et on a saisi j'ai saisi la Cour européenne des droits de l'homme parce que en effet, un certain nombre de droits permettent d'être, disons qu'un certain nombre de discriminations ou de traitements différenciés à raison d'un des critères qui figurent aujourd'hui dans la loi peuvent être combattus par le recours devant la CEDH. Bon, ça n'a pas été exactement le cas en l'occurrence puisque la CEDH va juger le recours irrecevable, mais en 2016, c'est-à-dire 3 ans après le vote de la loi Mariage pour tous. Donc vous voyez, là, pour le coup, la Cour européenne des droits de l'homme qui ne cesse de nous rappeler que nous devons juger dans des délais raisonnables aura mis quasiment 9 ans avant de rendre sa décision, ce qui montre la dimension politique de la CEDH, mais ça, ce n'est pas mon sujet, donc je passe très vite. Deuxième étape sur la revendication et sur la tentative de faire bouger les lignes de la loi, et qui n'est pas du tout anodine, c'est comment, en 2011, une question prioritaire de constitutionnalité va être déposée devant le Conseil constitutionnel. Parenthèse, une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, c'est quelque chose qui permet à un justiciable qui demande à un juge le bénéfice d'un droit, eh bien, ça permet de demander au juge qui est interrogé de poser la question au Conseil constitutionnel de la constitutionnalité du droit dont il est demandé l'application. Là,
C'était un peu compliqué, excusez-moi. Là, donc, il s'agissait d'un couple de femmes qui avait demandé à pouvoir se marier. Le procureur avait refusé. Donc, il y avait eu un procès devant le tribunal de grande instance de je ne sais plus où, mais ça n'a pas d'importance. QPC déposé. Donc, on demande au tribunal de grande instance de demander au Conseil constitutionnel si la définition du mariage hétérosexuel est conforme à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme. Le tribunal a transmis au Conseil constitutionnel. Et là, devant le Conseil constitutionnel, j'ai donc plaidé, puisque le Conseil constitutionnel nous expliquait qu'il était une Cour suprême, c'est-à-dire une Cour qui fait du droit, qui produit du droit, et qui n'est pas uniquement une Cour qui interprète le droit. J'ai donc demandé au Conseil constitutionnel de juger que la définition du mariage issue de tout ce que je vous ai raconté préalablement était obsolète et que le Conseil constitutionnel devait faire comme la Cour suprême du Canada, qui avait jugé que le fait que le mariage corresponde à une définition hétérosexuelle était non conforme à la Charte des droits fondamentaux canadienne qui, en son article, je ne sais plus combien, 15 je crois, stipule que tous les hommes et les femmes naissent égaux en droit, comme l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme. Il suffisait de faire une analogie. Malheureusement, le Conseil constitutionnel n'a pas saisi la perche qui lui était tendue et, de manière un peu frileuse, a dit « Bon, écoutez, non, je ne peux pas dire que c'est inconstitutionnel. De toute façon, ce n'est pas à moi à le dire. C'est au législateur à modifier la loi. » C'est donc une étape importante parce que la question, à ce moment-là, quitte le prétoire pour aller véritablement dans le champ politique. Et du coup, il revient aux femmes et aux hommes politiques, aux partis politiques, de faire des choix. Et c'est dans ce contexte-là que François Hollande a fait le choix, dans ses 60 propositions pour la France, de dire « Si vous m'élisez, j'ouvrirai le mariage civil à tous les couples ainsi que l'adoption ». C'est ce qu'il a fait dans le cadre que nous connaissons, hein, les débats de 2012 à 2013, avec le vote donc, de la loi du 17 mai 2013. Voilà un peu comment... à partir de débats qui se nouent dans le prétoire, qui certes sont exceptionnels, on arrive à alimenter l'opinion publique et on arrive à forcer les partis politiques à prendre des positions et à déposer une proposition de loi qui va venir modifier la loi, permettre l'ouverture du mariage à tous les couples et, de ce fait, en retour, entre guillemets, institutionnaliser ou légitimer, banaliser les couples de personnes de même sexe, ce qui est une autre manière de lutter contre les discriminations, parce que là, pour le coup, on lutte, ça permet de lutter contre les discriminations, contre les préjugés en réalité, et du coup, c'est un facteur de paix sociale. Ça, c'est mon premier exemple. J'ai pas regardé, ça doit faire 7 minutes que je parle. Donc, deuxième exemple, l'adoption. Alors, en droit français, l'adoption, elle est possible par des couples de personnes mariées ou par des personnes célibataires. On est dans les années 1990, une femme, une lesbienne, qui vit avec une autre femme, demande un agrément pour pouvoir adopter un enfant qu'elle n'a pas. C'est le processus normal, je vous passe les détails voilà, je fais schématiquement. Elle demande un agrément et on lui dit « Niette, vous n'aurez pas d'agrément en raison de, ouvrez les guillemets, votre choix de vie ». Sous-entendu, vous êtes lesbienne, donc c'est pas possible. Elle saisit les juridictions internes, tribunal administratif, cour administrative d'appel et conseil d'État, qui confirment le positionnement qui a été pris par la DAS du département dans lequel elle vit. Elle me saisit à ce moment-là, et donc je saisis la Cour européenne des droits de l'homme, qui va mettre 5 ans pour écouter ma plaidoirie. Enfin, je passe les détails, mais bon, au bout de 5 ans, je plaide, en plaidant sur la discrimination qui existe à l'égard de cette femme en raison de son orientation sexuelle, puisque si cette femme avait été hétérosexuelle, on ne lui aurait pas opposé, on ne lui aurait pas dit votre choix de vie de célibataire, non, on n'aurait rien dit, et on lui aurait donné l'agrément. La Cour européenne des droits de l'homme m'a donné raison dans un arrêt du 22 janvier 2008, qui à l'époque a eu un certain retentissement, évidemment, puisque ça fait quand même mauvais genre que la France, pays des droits de l'homme, soit condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour un traitement discriminatoire à l'égard d'une lesbienne, donc à raison de son orientation sexuelle. Mais ça a permis, là aussi, d'alimenter le débat, ça a permis aussi, par un espèce d'effet performatif, de lutter contre les discriminations à l'égard des personnes homosexuelles.
Donc c'est le deuxième exemple. Et à partir de là, on a un certain nombre d'agréments qui ont pu être qui ont pu être délivrés. Puis ensuite, la loi va être modifiée, comme vous le savez, le 17 mai 2013, puisqu'aujourd'hui l'adoption est ouverte, y compris aux couples de femmes ou aux couples d'hommes. Troisième exemple de comment on peut utiliser le prétoire, c'est-à-dire vraiment les procédures judiciaires pour tenter de faire bouger les lignes de la loi, alimenter l'opinion publique et en effet, retour, obliger le politique à prendre ses responsabilités en proposant un nouveau texte de loi. C'est la question de la procréation médicalement assistée. Je ne vous parle pas de la GPA, on est bien d'accord, hein, là, ce n'est pas la GPA, ce n'est pas mon sujet. La PMA, ce sont toutes les techniques médicales qui aidaient jusqu'à il y a encore quelques jours uniquement les couples hétérosexuels souffrant d'une infertilité pathologique ou risquant de transmettre une maladie d'une particulière gravité. Donc, insémination artificielle avec donneur anonyme, fécondation in vitro et don d'ovocytes. Donc, ce sont ces techniques médicales auxquelles ces couples hétéros pouvaient avoir recours s'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Voilà. Pendant plus de 2 décennies, c'est-à-dire à partir de la fin des années 90, les couples de lesbiennes françaises ont revendiqué l'accès à la PMA. Bon, elles n'y avaient pas accès, elles sont allées à l'étranger, ça je pense que vous le savez, elles revenaient, etc. Tout ça, vous savez. Mais néanmoins, et il y a eu évidemment un certain nombre de partis politiques qui se sont engagés en faveur de l'ouverture de la PMA. Avant que le texte ne soit adopté, il y a quand même eu une procédure judiciaire concernant un couple de femmes qui était exactement dans la même situation qu'un couple hétérosexuel. C'est-à-dire que l'une d'entre elles souffrait d'une infertilité pathologique, comme pour un couple hétéro. Si celle qui souffrait d'une infertilité pathologique avait été avec un homme, elle aurait pu bénéficier d'une aide à la PMA. Mais vivant avec une femme, cela n'a pas été possible. Donc, recours devant la Cour européenne des droits de l'homme pour faire juger que le refus d'accès à la PMA qu'elle avait sollicité, puisque, pardonnez-moi, j'ai oublié de le dire, elle a demandé un centre de fertilité, le CHU de Toulouse, Paul de Viguier, un accès à la PMA qui lui a été refusé. Donc, recours direct devant la CEDH du fait de ce que la loi est extrêmement claire et que, par conséquent, saisir les juridictions internes ne sert à rien. On va devant la CEDH. La CEDH, normalement, quand elle ne veut pas juger un dossier, au bout de, 2 à 3 mois, immédiatement, elle dit « c'est irrecevable, j'en veux pas », etc. Là, elle dit pas ça. Elle met 1 an et demi avant de transmettre la requête au gouvernement français pour qu'il effectue ses observations. Elle accepte des interventions volontaires d'associations pro-PMA et d'associations anti-PMA. Et contre toute attente, le 15 février 2018, elle déclare le recours irrecevable en raison de la non-saisine du juge interne. Donc, ok, très bien, elle a changé sa jurisprudence entre-temps. On va devant le juge interne, devant le tribunal administratif. Et là, tout de suite, on décide de poser une question prioritaire de constitutionnalité. Vous vous souvenez, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, cette question prioritaire de constitutionnalité qui permet à des justiciables, à l'occasion d'un procès qu'ils sont en train de faire, de demander à ce que le Conseil constitutionnel vérifie la conformité d'un texte de loi à la Constitution. Là, il s'agissait de demander de savoir si le texte du Code de la santé publique, je vous épargne le numéro, est réserve la PMA aux couples hétérosexuels, est conforme à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme. Le tribunal trouve que la question est pertinente, intéressante, etc. Il renvoie, comme le veut la procédure, au Conseil d'État. Le Conseil d'État, normalement, il a juste un rôle de filtre, c'est-à-dire s'assurer que la question, elle est sérieuse. Bien. Et là, contre toute attente, le Conseil d'État va décider lui-même que ce n'est pas nécessaire de renvoyer cette demande de vérification de la conformité du texte du Code de la santé publique à la Constitution, parce que le fait que la PMA ne soit pas autorisée aux couples de femmes, c'est prévu par la loi. Ben oui, mais justement,
C'est ça qu'on demande au Conseil constitutionnel de juger, c'est pas au Conseil d'État à le juger. Très énervé. Bon, là, ça n'a pas été possible, mais ce qui est intéressant, c'est que l'arrêt du Conseil d'État est un arrêt du mois de septembre 2018. Donc là, on est en plein débat politique sur les états généraux de la bioéthique. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Les états généraux de la bioéthique, ils ont commencé en janvier 2018. C'est des débats à la fois à travers un site internet, des débats comme ici. Et puis, par ailleurs, il y avait un comité de 22 citoyens tirés au sort qui avaient décidé d'examiner la question de la fin de vie et une autre question dont je ne me souviens plus. Donc, des débats extrêmement riches, à l'égard desquels le Conseil national consultatif d'éthique a fait d'abord un rapport de synthèse, bien sûr, au début septembre 2018. Et fin septembre 2018, le Conseil national consultatif d'éthique a rendu un avis favorable à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. De sorte qu'il a été alimenté aussi bien par, évidemment, les États généraux de la bioéthique que par le refus du Conseil d'État de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel. Et ça a ouvert le début de la... ça a ouvert, donc, entre guillemets, la possibilité pour le gouvernement actuel de préparer un projet de loi modifiant la loi de bioéthique et ouvrant la PMA, entre autres choses, à toutes les femmes. Loi qui a enfin été adoptée le 2 août 2021 et publiée au journal officiel le 3 août 2021. Donc aujourd'hui, la PMA, elle est ouverte à toutes les femmes et aux femmes célibataires dans les mêmes conditions que pour les couples hétérosexuels. Donc voilà, j'en ai quasiment terminé, je ne veux pas être plus longue, oui, je suis déjà très longue, sur comment le prétoire, c'est-à-dire le fait d'aller devant le juge, est un outil aussi politique, avec juste un petit bémol quand même. Bien sûr, je vous fais une conférence là et je parle comme si... c'était aussi simple. Évidemment, ce n'est pas aussi simple. Et on ne peut pas parler à des juridictions comme on parle à un public ou comme on parle dans un meeting politique. Quand on est devant des juridictions, on est vraiment obligé de faire du droit. On ne porte pas une parole politique, sinon on n'est plus écouté par les juges et on ne gagne jamais rien. Donc il faut toujours trouver la manière d'argumenter, qui est à la fois extrêmement étayé sur le plan des textes, sur le plan juridique, sans forcément omettre, l'environnement sociologique, mais avant toute chose, on parle à des professionnels qui veulent entendre ou qui veulent... Ils ne sont pas forcément opposés à ce qu'on leur demande, mais il faut leur donner les moyens de trouver une manière d'argumenter juridique qui leur permettra de nous donner raison. Avant d'y arriver, on a beaucoup de défaites aussi, dont on ne parle évidemment jamais, parce que par rapport à une situation donnée, ce qu'on essaie de mettre en valeur, ce n'est pas forcément les défaites, sauf de façon exceptionnelle, c'est les victoires qui permettent de faire avancer en fait les causes. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer petit à petit. C'est évidemment beaucoup d'énergie, et ça ne serait pas possible sans vous, sans les citoyens, c'est-à-dire sans les justiciables. Il faut d'abord qu'il y ait un justiciable qui souhaite faire un procès. Sans justiciable, il n'y a pas de procès possible et il n'y a pas d'avancée des droits possible. Voilà, merci. Bonjour à tous. Je vais enchaîner en vous parlant moi, de mon expérience, de l'expérience de mon cabinet, qui intervient quasi exclusivement en droit de la non-discrimination au travail. L'avocate qui m'a formée, Emmanuelle Boussard-Verrecchia, et elle a créé son cabinet pour travailler quasi exclusivement là-dessus, et notamment sur les discriminations faites aux femmes. Je vais y revenir. Sachant que là, on parle de discrimination au travail, on est donc dans un domaine où on est déjà dans une relation déséquilibrée entre l'employeur et le salarié. C'est vraiment une double, voire une triple situation de vulnérabilité pour les salariés qui viennent nous consulter pour qu'on porte des recours pour eux. Je vais vous parler un petit peu juste de l'évolution du droit de la non-discrimination, comme on a pu le voir au sein du cabinet. En droit de la non-discrimination, le législateur est vraiment d'abord parti d'une logique individuelle, d'une approche individuelle de la discrime. Et donc,
les deux objectifs principaux des recours judiciaires, vraiment d'aller devant le juge pour demander réparation finalement pour sa situation de discrimination, c'était à la fois de demander la reconnaissance de la discrimination et la compensation des conséquences défavorables, des effets négatifs de cette discrimination sur sa carrière, sur son salaire et d'autres éléments, sur son moral. C'était aussi de faire passer le droit, c'est-à-dire faire intégrer par les employeurs récalcitrants la norme de la non-discrimination au travail. Le droit de la non-discrimination, il s'est d'abord développé à la fin des années 90 en matière de discrimination syndicale. C'est la CGT notamment qui a porté pas mal d'actions pour faire reconnaître les blocages de carrière et de salaire que subissaient ces élus et mandatés. C'est dans ce cadre que des méthodes, et notamment une méthode, la méthode Claire du nom de CGTiste qu'il a mise au point, pas seul, mais qu'il a vraiment aiguillonné. Donc une méthode qui permet à la fois d'établir la preuve de la discrimination et de réparer justement les effets de cette discrimination. La méthode, c'est quoi ? C'est une méthode de comparaison. On prend un salarié, donc on prend notre salarié discriminé et on le compare aux salariés qui ont été embauchés dans des conditions comparables à elle ou lui. Conditions comparables, donc même période, même qualification, c'est ça l'idée. Et on voit où ces personnes sont arrivées, en moyenne, en général. Ça ne loupe dans aucun dossier, ou presque, notre salarié discriminé, que ce soit un syndicaliste, une femme ou autre, on en parlera, se trouve en dessous, voire bien en dessous de la moyenne. Et on a souvent des éléments déclencheurs, la prise de mandat, la maternité, qui agissent comme des points de départ, vraiment, où on voit la carrière décrocher, alors qu'avant, tout se passait à peu près bien. Évidemment, je vous parle de cas où les salariés font au moins correctement leur travail et où on n'a pas des vrais problèmes de compétences professionnelles. Ces outils, donc cet outil de preuve et de réparation, il a été ensuite étendu aux femmes. Et c'est comme ça qu'un contentieux assez abondant s'est développé. Alors je vous dis abondant de notre point de vue, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus. Après, en fait, c'est une toute petite partie concrètement du contentieux du droit du travail. Donc il a été étendu aux femmes et c'est comme ça que d'abord on s'est plutôt penché sur la question de travail égal, salaire égal, ça vous parle sans doute, voilà, le fait d'être payé la même chose qu'un homme qui fait le même travail que nous. Et puis on s'est penché sur l'évolution de carrière et de salaire et sur tous les phénomènes que les féministes dénoncent depuis bien longtemps. Le plafond de verre où on se trouve avec des femmes non cadres qui n'arrivent jamais à passer cadre alors qu'elles ont tout à fait les compétences pour. Le plafond de verre pour les cadres qui restent cantonnés au premier niveau de la catégorie cadre. Ou bien les phénomènes de plancher collant, où on n'arrive jamais à partir des métiers les moins valorisés, les phénomènes de séparation de métiers où on ne peut jamais sortir de filières à prédominance féminine qui sont en général sous-valorisées par rapport aux celles où on a plus d'hommes. Bref, voilà, tout ça, c'est des phénomènes qui ont été reconnus, réparés par le juge, alors qu'ils ne sont pas systématiquement. Il y a encore des dossiers, évidemment, où on n'arrive pas à convaincre le juge, mais le fait est que plus le contentieux se développe, plus on a de décisions positives en la matière. Et c'est en portant des dossiers sérieux devant les juridictions qu'on arrive justement à faire quand même passer le message aux employeurs, surtout quand on arrive à médiatiser les affaires, ce qui marche plutôt bien, à faire peur en fait. Et c'est ça qui fonctionne. C'est ça qui fait le plus peur aux employeurs, presque plus que l'argent. On y reviendra. On a donc obtenu, voilà, et on n'est pas les seuls évidemment, il y a un certain nombre d'avocats engagés, militants sur le sujet des discriminations, notamment faites aux femmes au travail. On a obtenu des très beaux résultats, que ce soit en matière, oui, parce que je vous parlais de réparation. La réparation, c'est quoi ? C'est une réparation pour le passé. Donc en matière, et là, on parle de quoi ? De dommages et intérêts économiques, d'une somme d'argent pour réparer le manque à gagner sur l'évolution de salaire. Et on parle de réparation pour l'avenir. Et l'avenir, c'est être repositionné à une classification et à un niveau de salaire qui sont celui au moins de la moyenne des non-syndiqués ou des hommes qui ont été embauchés dans des conditions comparables. Évidemment, je fais de ça de manière assez schématique, c'est adapté au dossier. Donc réparation pour le passé et pour l'avenir. On a obtenu des rattrapages de salaire ou des montants de dommages et intérêts qui se comptent en centaines de milliers d'euros, parce que quand on a une femme qui, depuis 25 ans, est discriminée par rapport aux hommes avec qui elle travaille, forcément, à la fin, ça fait des gros montants. Et ça choque les juges, puisque régulièrement en audience, quand on arrive avec nos demandes chiffrées, on a droit à des remarques du type « Ah mais maître... c'est vraiment très élevé ce que vous demandez. » Oui, mais c'est pas pour le plaisir. Ce qu'on demande, c'est ce qui a été volé.
Exactement. C'est juste le préjudice qu'on a calculé, et si vous voulez qu'on calcule de la manière la plus précise et mathématique possible, justement pour convaincre le juge, non pas que le juge soit fan des maths, mais au moins quand il a des maths, il a des choses sur lesquelles se raccrocher quand il doit écrire sa décision. Alors ça ne n'empêche pas parfois d'évaluer le préjudice au doigt mouillé, mais encore une fois, j'y reviendrai. Donc voilà, ce qu'on a aussi d'intéressant, c'est des reconstitutions de carrière, c'est-à-dire que le préjudice passé, c'est pas juste des dommages à intérêt économique, ça peut être de voir sa carrière vraiment reconstituée, comme la moyenne des personnes qui ont été embauchées comme nous. Et ça, psychologiquement, c'est des éléments qui sont importants pour les salariés pour qui nous travaillons. Il y a beaucoup de sujets que je devrais aborder, mais évidemment, je vais essayer de faire vite. Le droit de la non-discrimination, évidemment, il a vocation, en fait, puisqu'il porte une vision politique de la société, où ce qu'on cherche, c'est une égalité réelle entre les personnes. Il a vocation à se développer vers une approche qui ne soit pas individuelle, mais systémique, qui soit collective. Et cette dimension systémique, il y a plusieurs moyens de l'aborder. Il a été possible de l'aborder même dès les années 2000 avec la question de la discrimination indirecte et des mesures qui ont l'air neutres et qui, en fait, quand on les applique, là je vais revenir sur le cas des hommes et des femmes, quand on les applique aux femmes, évidemment, n'ont pas le même impact que quand on les applique aux hommes. C'est le cas du temps partiel, par exemple, c'est le cas du congé parental, de l'effet du congé maternité. Et tout ça, on a eu de nombreuses décisions de la part des juges français, mais aussi européens, qui ont été quand même d'une grande aide sur ces sujets-là, comme en matière de droit LGBT, pour vraiment dire et rappeler aux juges français et aux législateurs que, par exemple, et ça c'est une décision qui date d'il y a 1 an, non, les indemnités de licenciement des personnes qui sortent de congé parental ne peuvent pas être réduites à néant parce que les 2 dernières années ont été passées en congé parental. On doit se baser sur les salaires de la période où on travaillait. Sinon, évidemment, que comme la quasi-totalité des salariés qui prennent un congé parental, c'est des femmes, c'est toujours les femmes qu'on cherche à virer à moindre coût dans le cadre d'un PSE qui arrive. Voilà, on cherche à se débarrasser des salariés malades, des femmes qui sortent de congé parental, voire de quelques hommes qui également ont fait ce choix étonnant finalement. Donc ça, c'est la discrimination indirecte. Et ce qu'a fait le législateur il y a donc 5 ans, en 2016, c'est créer une action de groupe, alors certes créée en matière de consommation en 2014, mais là, en matière de droit du travail, en matière de discrimination, en 2016, avec la loi donc, Justice du XXIe siècle, il a créé une action de groupe qui vise plein de choses, mais qui vise notamment à s'attaquer à la dimension systémique des discriminations. Cette dimension systémique, donc c'est juste pour vous faire une mini-définition, tout ça, c'est un ensemble de pratiques, de comportements et puis de politiques d'entreprise finalement qui ont l'air neutres, qui sont volontaires ou pas. On s'en fiche un peu en matière de discrimination, que ce soit conscient ou non, qu'il y ait une intention. Donc tout cet ensemble qui aboutit à ce que finalement il y ait une catégorie de la population salariée qui est désavantagée par rapport aux autres. Les femmes, les personnes racisées, les personnes malades, les personnes handicapées. Voilà, c'est ça la discrimination systémique. Et c'est à ça qu'on cherche à s'attaquer avec le mécanisme de l'action de groupe. Mécanisme qui donc a été mis en place parce qu'on a fait le constat qu'il y avait très peu de contentieux en matière de discrimination, qu'il y a beaucoup d'obstacles pour saisir le juge, on y reviendra peut-être dans les questions. Et donc le constat qu'il y avait peu de contentieux et qu'on ne s'attaquait pas finalement aux causes structurelles des discriminations. Quand on reste bloqué dans un focus individuel, forcément, on ne fait pas changer les choses. Et là, vraiment, l'intérêt de la discrimination, c'est de l'action de groupe, pardon, c'est d'apporter une réponse collective à des problèmes qui sont collectifs. Et de construire, alors je ne vous fais pas le détail de cette procédure qui est assez affreuse, croyez-moi, puisque justement au sein de mon cabinet, on est plusieurs avocats à travailler sur les premières actions de groupe, première action de groupe en matière de discrimination syndicale pour la CGT, qui pour l'instant n'a pas encore abouti, mais on va en appel et on a pas mal d'arguments à faire valoir, on pourra en reparler dans les questions si ça vous intéresse. Et on porte également la première action de groupe en matière de discrimination envers les femmes dans une grande banque. Voilà. C'est des affaires qui sont médiatisées, mais bon, pas la peine de revenir sur le détail ici. L'action de groupe, ça consiste donc en quoi ? C'est une procédure assez longue et complexe, mais ça consiste à définir un groupe, une catégorie de personnes discriminées qui font l'objet d'un même traitement discriminatoire et qui donc, il faut être au moins 2,
évidemment mieux d'être plus. Dans l'action de groupe discrimination syndicale, ils sont plus d'une trentaine. Dans l'action de groupe femmes, ils sont une petite dizaine. Et c'est des exemples, en fait, de cette discrimination systémique dont on vous parle. Le but de l'action, c'est quoi? C'est d'obtenir la réparation des manquements, à titre individuel, mais pour tout le groupe. Donc on met en place une méthode de calcul pour que tout le monde soit réparé. Et également de faire cesser le manquement. Et là, c'est le plus intéressant, évidemment, puisque nous, ce qu'on constate quand même, c'est que les employeurs, on a beau les faire condamner, parfois depuis 5, 10, 20 ans, les pratiques ne changent pas. On a des employeurs où littéralement on produit des décisions qu'on a obtenues il y a 15 ans. Et vraiment, ça ne change rien, que ce soit en matière de discrimination syndicale, féminine ou autre, il n'y a pas de vrai changement des pratiques. L'impact, il est assez minimal. Ça commence, cela dit, à changer parce qu'une récente décision qu'on a obtenue a finalement abouti à ce qu'il y ait une signature d'un accord égalité professionnelle un peu plus intéressant pour les femmes dans la foulée de la décision. Donc ça a dû les faire un petit peu réfléchir, ça a dû leur faire un peu peur, comme quoi la menace judiciaire est vraiment crédible. Je vais me dépêcher de conclure sur les quelques propositions ou limites. Enfin voilà, puisque dans les limites que je vous ai décrites, on a évidemment des problèmes d'accès à la preuve, accès aux données de comparaison, nominatives, salariales, mais je vous assure qu'avec les bons outils et les bons argumentaires, on y arrive. Donc il ne faut pas se dire que c'est impossible de les obtenir. Des difficultés dans la preuve, de trouver les bonnes personnes avec qui se comparer, de faire face parfois au refus du juge d'accepter toute comparaison. Et donc on se trouve face à des juges, notamment en matière de discrimination liée à l'origine, mais pas que, des juges qui ont du mal à sortir d'une conception très formelle de l'égalité et qui en fait exigent de comparer à postes identiques, mais intitulés de postes identiques. Autant vous dire qu'évidemment, ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur les fonctions réellement exercées, sinon on n'y arrive pas. L'employeur, il a juste à donner des noms différents, tel homme directeur des ressources humaines, telle femme responsable ressources humaines, et ça y est, on ne peut plus les comparer. Et je vous le dis parce que ça nous est arrivé dans un dossier, ça fait mal. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive jamais, et d'ailleurs, dans d'autres, ça a fonctionné. Mais tout ça pour vous dire que voilà, cette conception formelle, évidemment, c'est ce qu'on cherche à démonter, et c'est là où cette lutte par le droit, elle est aussi politique, parce qu'on porte une vision de la société quand on est devant le juge, et évidemment, parfois, ça fait des étincelles, et il n'est pas rare que les juges devant qui on arrive aient des difficultés avec certains motifs qu'on soulève, certaines visions qu'on porte, et voilà, je pense à une récente décision qu'on a obtenue justement pour un cadre dans une grande banque en matière de discrimination liée à l'origine maghrébine du salarié. L'employeur a été condamné, pas si mal, mais si vous voulez, c'est une grande banque qui s'en sort avec 100 000 € de dommages et intérêts. Ça n'est rien, en fait. Ça n'est rien pour 10 ans de discrimination, pour les montants qui étaient en jeu au départ, et ça n'est rien quand on lit la décision et que le juge refuse toute comparaison avec y compris des personnes plus jeunes, embauchées pour le même poste, mais qui, parce qu'elles n'ont pas exactement eu le même parcours, mais tout simplement parce que nous, on soutenait qu'ils n'avaient pas pu avoir les mêmes opportunités, oui, à la fin, ils ne sont pas au même endroit. Et donc, on ne peut pas les comparer exactement puisqu'ils ne sont pas au même endroit. Mais justement, nous, on veut partir du début. Et si vous voulez, voilà, on fait face à des juges qui ont du mal à, régulièrement, merci, à sortir de cette vision très formelle de la comparaison, qui est quand même le cœur de la discrimination, mais hypothétique. Je conclurai juste en disant que, vous l'avez vu, on a quand même des outils, des moyens d'avancer. Je reprendrai les mots de Rachel Keke, qui est l'une des femmes de chambre qui menait la grève de l'Ibis Batignolles et qui nous disait pas plus tard qu'il y a 2 jours que la lutte paye. Et c'est vrai. C'est vrai. Enfin, voilà, il y a beaucoup de dossiers quand même qui aboutissent et à des belles solutions qui sont source de satisfaction, non seulement pour les salariés, mais ils le savent bien, elles le savent bien, pour les autres aussi, parce que c'est des preuves que ça marche, que les employeurs ne restent pas impunis quand ils commettent ce genre de méfaits. Et l'action de groupe, c'est un outil qu'on commence à peine à utiliser, qui en est à ses balbutiements, mais qui est porteur de potentialités vraiment intéressantes, que ce soit avec des mesures de cessation du manquement sous astreinte, avec l'immixtion d'un tiers pour diriger le pouvoir de direction de l'employeur. Alors ça, évidemment, c'est un sujet pour le législateur, d'ailleurs, ce serait de peut-être préciser la loi sur l'action de groupe pour un peu préciser l'office du juge, pour l'aider, parce que là, il est quand même bien seul pour investir cette procédure, et je peux vous dire que le premier juge devant qui on a porté une action de groupe, il a vu arriver le dossier, il a dit « mais c'est quoi ça, c'est pas pour moi ?»
Et bon, c'est un petit peu embêtant, oui, parce qu'on a sorti évidemment le contentieux de l'action de groupe du juge du travail, ce serait trop simple. On l'a mis devant un juge qui n'a pas du tout l'habitude de voir ce genre de choses. Donc bon, voilà, ça aussi c'est un sujet pour le législateur, mais c'était un choix, un choix qui a été fait quand l'action de groupe a été mise en place. Voilà, bon, peut-être pour que ça ne marche pas en effet. Le fait est que nous on y croit, on pense qu'il faut en faire quelque chose. Les autres enjeux, c'est évidemment donc préciser l'office du juge, ce serait aussi ouvrir l'action de groupe, parce que pour l'instant elle est limitée aux syndicats et aux associations qui ont 5 ans d'existence, donc autant vous dire que nous on trouverait ça préférable que comme aux États-Unis on puisse créer des groupes ad hoc de salariés qui n'ont pas forcément de représentation syndicale, surtout dans les milieux précaires, pour organiser des actions de groupe. Créer un fonds de financement, parce que c'est aussi une question, et là je peux vous dire que le sens du mot avocat militant prend tout son sens sur les actions de groupe. Pour l'instant, c'est quand même assez compliqué de les faire financer, malgré la bonne volonté des syndicats qui accompagnent. Mais voilà, ça reste quand même des sujets, c'est beaucoup de temps. Et forcément, quand on en est au début d'un outil, on est un peu dans la lutte permanente pour trouver comment le faire marcher. Un autre point que je mentionnerai juste, c'est qu'on n'a pas les dommages et intérêts punitifs en France. C'est-à-dire quelque chose qui... Si vous voulez, dans le droit européen, il est écrit que les sanctions doivent être dissuasives en matière de discrimination. Pour l'instant, vous l'aurez compris, elles sont loin de l'être. Et je pense que c'est un concept qui n'allait pas de soi dans les pays anglo-saxons et qui donc devrait peut-être être le fruit d'une lutte politique pour changer le droit. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc là, je vais reprendre au niveau du tour d'intervention, en fait, dans une perspective qui est assez différente, qui est du coup le travail qui a été fait à l'Intérêt Général, donc qui est un think tank, comme Xavier le disait, qui est proche de la France Insoumise. Pour présenter très brièvement cette note qui est disponible sur Internet, ça a été un travail de plusieurs mois avec François Thuillier, que vous connaissez peut-être, qui était déjà à la France Insoumise en 2017 et qui bossait sur les questions de sécurité. En fait, c'est une quarantaine de pages en fait, sur ce qui dysfonctionne aujourd'hui sur les questions de sécurité en France et ensuite une somme de propositions. Donc, je reviendrai plus tard sur une des propositions faites qui est la transposition donc, de ce modèle de Philadelphie en France. Et en fait, un des points de départ donc, qui nous concerne, nous, en tant que militants politiques, je pense que Daniel en parlera après, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a une crise profonde entre les citoyens, les citoyennes et la police, la justice. Quand on s'intéresse aux causes de ces crises, on a plusieurs réponses. On a le fait que, par exemple, quand un citoyen il est face à la police, il est face à des policiers qui, aujourd'hui, pour raison de baisse en fait, de coûts, etc., on est face à des gens qui ont été moins bien formés, moins longuement formés, des gens qui doivent répondre à des objectifs de politique du chiffre, donc qui vont se concentrer sur la sanction de petits délits, ou en fait qui vont aller à la rencontre de gens qui ne font pas de délits, qui ne font rien de mal, mais par contre ça permet de remplir des PV, donc ça permet d'obtenir en fin d'année des primes. Et ce qui fait qu'en fait tout ça est moteur de quelque chose que nous donc on qualifie de crise et donc qui sont des choses à résorber et c'est là le sens de notre action politique et donc des propositions qu'on établit donc à l'Assemblée nationale ou au sein du groupe thématique sécurité. Je vais prendre un premier exemple qui est la question du contrôle au faciès. Aujourd'hui, en fait, il y a 97% des contrôles au faciès qui sont faits qui n'aboutissent à rien. Alors pourquoi est-ce que donc il y a que 3% des cas entre guillemets où c'est utile? C'est que le 97% restant, donc même pas restant, l'extrême majorité des contrôles faciès, c'est des gens qui sont contrôlés régulièrement de par leur couleur de peau, leur habillement, là où ils se déplacent, là où ils vivent. Et donc là, c'est des gens qui sont contrôlés parfois plusieurs fois par jour par des policiers qui, donc en faisant ça, remplissent des PV et disent bon bah oui, ok, on a fait un contrôle. Et donc, s'il y a assez de contrôles qui sont faits, ça permet d'obtenir des primes. Cette situation-là, qui est dénoncée donc, par les militants politiques, par les organisations antiracistes et qui est prise par de plus en plus de gens, ça alimente en fait un sentiment de crise dans certains quartiers, un sentiment pour le coup d'insécurité, le fait qu'on a des gens qui ont l'impression ils comprennent pas pourquoi, mais ils ont l'impression d'être harcelés et à raison en fait finalement, c'est bien nommé que de le dire ainsi par des policiers, ils comprennent pas pourquoi parce qu'ils ne font rien et finalement c'est leur couleur de peau qui fait que bah oui ok ils seront contrôlés. À ça, donc, s'ajoute aussi un sentiment d'humiliation qui va de pair peut-être avec un sentiment de perte de confiance dans la République, parce que quand c'est des policiers, c'est des gens qui revêtissent un uniforme, en fait, qui incarnent par leur fonction et ce qu'ils font la République. On se dit, mais en fait, pourquoi est-ce que ces gens-là en fait, nous embêtent alors qu'on ne fait rien? Et donc, ça alimente finalement une crise politique très profonde. Par rapport à ça, la France Insoumise, elle a agi. Peut-être que l'exemple le plus concret, donc c'est des choses sur lesquelles
il y a un travail depuis longtemps qui est fait. C'est la proposition de loi de Éric Coquerel et d'autres députés, mais c'est lui surtout qui l'a portée en 2018, qui demandait en fait à ce que la police mette en place des récépissés de contrôle d'identité, que en fait quand un policier contrôle quelqu'un, il lui donne un papier en donnant son matricule et en fait qu'on doit justifier de pourquoi. Et si quelqu'un collecte, elle a l'impression de se retrouver avec beaucoup de petits papiers, en fait elle peut demander des comptes, et en fait ce qui crée un sentiment de redevabilité et ce qui permet de dire au bout d'un moment en fait, qu'il faut arrêter avec ces pratiques. Et ça permet en fait de recréer à la fois une forme d'impartialité et d'égalité entre les citoyens. Le fait de demander ça va de pair donc avec bien sûr mettre fin à la politique du chiffre. Et du coup aussi de mettre fin à ces primes qui sont données aux policiers qui remplissent ces objectifs de politique du chiffre. Là où la France Insoumise du coup ne se désintéresse pas totalement des policiers, c'est que ces primes qui sont supprimées, ça correspond à une hausse de salaire pour tout le monde. Donc voilà. Second élément dont je veux plus particulièrement parler aujourd'hui, qui est la méthode de Philadelphie. Pour faire peut-être un état des lieux de ce qui se passe en France, on a Gérald Darmanin il y a très récemment qui se félicitait du commissariat d'Orléans. Je suis désolée pour les gens du commissariat d'Orléans, je pense qu'ils ne pensaient pas forcément à mal, qui ont mis en place des petites gommettes et bon voilà, ils ont fait quelque chose de maladroit et Gérald Darmanin a trouvé ça incroyable de donner des gommettes bleues à certaines personnes et des gommettes oranges, il me semble, aux femmes qui venaient pour des questions d'agression, de violence ou en tout cas en fait, des choses qui font qu'en tant que femme, on peut être amené à déposer plainte. Et donc incroyable, on se retrouvait avec des gens, surtout des femmes en fait, qui se retrouvaient assignées avec une gommette, ce qui peut être même très dangereux. En fait, si on dit j'ai croisé Machinette, elle était dans la file d'attente orange, après on ne sait pas trop ce qui peut se passer, mais du coup Gérald Darmanin était très content de cette chose qui a déclenché un scandale. Et c'est comme ça en fait, que le gouvernement pense agir sur l'accueil des victimes. Donc là, je pense qu'on peut rire 2 secondes en pensant à la manière dont est traitée cette grande priorité du quinquennat. Et donc du coup, nous, de notre côté, en faisant la note à l'intérêt général, on s'est dit concrètement, oui, effectivement, il y a un souci d'accueil des victimes, notamment sur les questions de violences sexistes et sexuelles, où en fait, à un tel point, il y a vraiment, pour le coup, encore une fois, une crise, à un tel point qu'en fait, une femme, quand elle se fait violer ou quand elle subit des formes de violence, elle n'ose pas forcément aller déposer plainte. Ce qui fait qu'on a des personnes qui vont poser plainte très tardivement, il y a des questions de prescription en jeu. Plus on va déposer plainte tardivement, plus c'est difficile aussi de prouver qu'on a subi un préjudice. Et donc, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on a énormément de plaintes pour agressions sexuelles qui sont classées sans suite, faute de preuves, et aussi, on va en parler, d'une déficience du point de vue de l'institution concernant le traitement de ces questions-là. Donc en France, c'est assez insatisfaisant finalement, il ne se passe pas grand-chose, et quand il y a des choses, c'est jamais des choses qui sont révolutionnaires et qui permettent de résoudre en fait, ce problème qui fait qu'aujourd'hui, pour redonner quelques chiffres en France, on a 16% des femmes qui subissent au cours de leur vie des viols. Parmi elles, 10% va déposer plainte, et parmi ces 10% de dépôt de plainte, on a seulement 10% de ces donc 10% qui va être traduit après, qui ne va pas être classé sans suite et qui va donner lieu à une enquête. Donc le terme, en fait, la proportion de violeurs condamnés est totalement dérisoire. Et globalement, par exemple, c'est une psychologue qui a montré ça, en 2017, il y a 93 000 femmes qui avaient été concernées par des violences. Donc en fait, on a un crime aujourd'hui qui est assez massif, en tout cas qui se produit et qui est de l'ordre du total impuni. Et c'est des choses qui demeurent impensées politiquement, personne n'a vraiment de solution à proposer. Donc pour cette note à l'intérêt général, on s'est dit qu'en France, il ne se passait pas grand-chose, on allait regarder ailleurs ce qui se faisait. Et c'est là où on a découvert du coup la méthode de Philadelphie. Donc comme son nom l'indique, c'est une méthode qui a été testée pour la première fois à Philadelphie, à la fin des années 90, en 1999 précisément. Sans rentrer dans les détails, en fait, il y avait un violeur et un assassin multirécidiviste qui a fini par être condamné. Et plusieurs femmes avaient déposé plainte contre lui, mais il n'y avait jamais eu d'enquête. À chaque fois, c'était resté lettre morte. Et donc, suite à ce drame et ce scandale, d'accord. En fait, on a donc une avocate qui s'appelle Carol Tracy, qui a proposé en fait la création en fait de panels d'activistes, de membres d'associations féministes, d'avocates, en fait, de personnes sensibilisées à tout ce qui a trait aux questions des violences sexistes, qui sont un peu expertes, qui savent aussi en fait comment on pense ces questions-là, qui ont proposé qu'en fait 1 semaine par an, on réouvre toutes les enquêtes qui sont classées sans suite, donc à Philadelphie, ce qui fait que
Il y avait une semaine pour tout réouvrir, tout relire et faire des retours critiques au commissariat, aux policiers, en leur disant en fait là effectivement la plainte a été classée sans suite, mais les questions posées n'étaient pas les bonnes questions à poser. Ça c'est un peu les choses, encore une fois on en entend souvent parler et c'est vrai, le fait que quelqu'un qui va déposer plainte pour viol, on va lui demander si elle était alcoolisée, est-ce qu'elle connaissait son violeur, quelle est sa vie privée, est-ce qu'elle est dans un couple stable, comment elle était habillée aussi. Et en fait, du coup, quand on pose ces questions-là à quelqu'un qui vient déposer plainte, déjà, on reproduit un traumatisme parce que c'est pas forcément, on a besoin d'un accompagnement psychologique, on n'a pas forcément envie d'entendre ça. Et en même temps, c'est pas des questions qui permettent d'accumuler des preuves. Au contraire, c'est plutôt des choses qui tendent à disculper en fait la personne qui est accusée. Donc, avec ce fonctionnement-là, oui, a priori, du coup, les plaintes sont classées sans suite. Donc du coup, on a ce premier retour critique qui est fait aux policiers, qui est fait à l'institution, du fait de dire en fait c'est pas ces questions-là qu'il faudrait poser, et c'est pas comme ça aussi qu'il faut accueillir les victimes. Faut être beaucoup plus dans l'empathie, dans l'accompagnement. On a des personnes qui ont subi un traumatisme, donc en fait on ne peut pas les recevoir comme quelqu'un qui viendrait dire qu'elle a perdu ses clés ou ses papiers d'identité. Et donc en fait ça a permis au fur et à mesure du temps que les policiers réfléchissent à leurs pratiques. Tout ça se fait aussi en lien avec des universitaires, donc des chercheurs en criminologie qui, de leur côté, continuent en fait à approfondir les recommandations faites à la police pour vraiment en faire des recommandations aussi d'un point de vue formation sur ce qu'il faudrait faire. Et au fur et à mesure du temps, donc à Philadelphie, c'est pas les chiffres français, c'était quand même plus bas. En 1999, on était à 16% des plaintes déposées qui étaient jugées comme en fait non recevables et qui ne donnaient pas lieu à des enquêtes. Et au début des années 2010, on était tombé à 6%. Donc c'est quelque chose qui a donné des résultats assez rapidement parce que les policiers en fait, ont posé différemment les questions. En posant mieux les questions, on peut enfin collecter les preuves et donc on peut ouvrir des enquêtes et condamner les violeurs. De l'autre côté, ça a aussi comme élément un peu de cercle vertueux où en fait à partir du moment où c'est que les policiers nous accueillent différemment quand on a besoin d'aller déposer plainte, qu'une victime de viol, c'est qu'en fait elle ne va pas resubir un second traumatisme et qu'elle va être bien accueillie. Et bien en fait les victimes elles osent aussi davantage porter plainte une fois que quelque chose est commis, et ce qui fait qu'à terme ça met un terme à ce sentiment d'impunité puisque du coup les victimes sont mieux accueillies et les femmes osent davantage aller porter plainte. Donc ce qui permet en fait de briser un peu cette omerta sur les questions du viol où à la fois l'institution est défaillante et donc les femmes n'osent pas aller poser une plainte. Donc pour la petite histoire, donc ça a été créé donc, à Philadelphie à la fin des années 90. Il y a des rapports en fait, d'associations en lien avec les questions des droits de l'homme qui ont recommandé au Canada de déployer cette méthode vraiment sur l'ensemble du territoire canadien. Donc, ce qui fait que outre-Atlantique, c'est une méthode qui est connue et qui est testée en fait, dans des commissariats. Et à chaque fois qu'en fait, elle est testée, on a des chercheurs en criminologie qui reprennent en fait, les conclusions qui sont rendues par la police et qui disent qu'effectivement ça marche et que ça permet d'améliorer, en fait, de retravailler différemment ces questions-là et que ça donne des résultats qui sont positifs. Ça, je l'ai découvert en créant la formation. Moi, je pensais vraiment que c'était bloqué outre-Atlantique. Et en fait, non. À Londres, en 2017, ils se sont dit qu'ils allaient aussi tester la méthode de Philadelphie parce qu'ils avaient un taux de classification en fait, sans suite des dossiers qui était beaucoup plus fort qu'ailleurs au Royaume-Uni. Eux, ils étaient à 40%. Ils se sont dit, mais en fait, au Canada, c'est beaucoup plus bas. Donc, nous aussi, on doit essayer de tester ça. Et il n'y a pas eu encore vraiment de conclusion rendue. Pour autant, sur les articles de presse, sur ce qu'on peut lire, les premiers dossiers qui ont été réouverts à Londres, en fait, les gens qui posaient un regard critique dessus se sont dit que la plupart des dossiers n'auraient pas dû être classés sans suite s'ils avaient été traités autrement. Et donc, encore une fois, donc à Londres, il faudra voir, je pense, dans les mois à venir, vraiment des retours plus critiques, plus développés sur ce qui s'est passé. Mais ça augurait aussi des choses intéressantes. Donc voilà, nous ce qu'on propose en fait, c'est de déployer donc, autant que possible cette méthode en France, avec un cadre encore comme ce qui s'est fait au Canada, plutôt que ce soit des villes, des États qui le mettent en place, que ce soit en fait vraiment une impulsion nationale. Je pense que là du coup c'est là où on a notre rôle à jouer en tant que militant politique, en tant que personne qui s'intéresse aux questions de sécurité et de justice. C'est du coup de parler de cette méthode. Il y a donc des chiffres, les chiffres que je vous ai donnés sur à quel point du coup le taux de dossiers classés sans suite, etc. était plus instruit. Et au bout de quelques années, donc à quel point ça fonctionne. Là, du coup, notre rôle, c'est d'en parler et de faire en sorte que Gérald Darmanin, qui se félicite de petites gommettes, de lui dire non, si tu veux travailler sur l'accueil des victimes, tu pourrais peut-être, par exemple, tester ça dans un commissariat, voir si ça fonctionne, et t'inquiète que ça fonctionnera mieux que les gommettes.
Merci aux précédentes intervenantes. Je vais essayer d'être rapide parce que du coup, je pense que ce sera intéressant de compléter, y compris mon propos, qui se base sur l'expérience de ces quatre dernières années à l'Assemblée nationale en tant que membre de la Commission des lois, qui traite en particulier et précisément de ces questions de discrimination, de droit, d'égalité, avec Hugo Bernalicis et l'ensemble du groupe de la France Insoumise. Et ce retour d'expérience parlementaire portera sur deux dimensions. D'abord, ce que nous avons pu mener comme bataille à l'Assemblée nationale, notamment autour dans le cadre des débats autour du projet de loi sur la lutte contre la haine sur Internet, qui a été largement censuré par ailleurs par le Conseil constitutionnel, mais qui pour moi est l'exemple justement de tout ce qu'il ne faut pas faire et de la manière assez superficielle politiquement, parce que par ailleurs il y a un droit de la non-discrimination assez fourni, et ça fait partie aussi du deuxième temps de la discussion sur les propositions que nous avons élaborées depuis 4 ans et que nous continuons en ce moment même, et les retours des professionnels sur le fait que le droit de la non-discrimination existe et qu'il y a un corpus juridique, législatif assez fourni. Et là où le bas blesse, c'est pour beaucoup en matière de mise en œuvre politique, et notamment des politiques publiques mises en œuvre. Non mise en œuvre, justement, non véritablement réalisé, et bien sûr avec une dimension à la fois de moyens, mais je crois que l'analyse politique et le parti pris idéologique jouent évidemment dans comment on comprend les discriminations et comment on lutte contre. Sur le premier point, et en résumé un peu de l'expérience de la proposition de loi, parce que c'était une proposition de loi, la loi dite Avia, dont a priori tout le monde partageait les objectifs. Ça, c'est toujours l'exposé des motifs avec beaucoup de grandes idées, de belles idées qui visaient à lutter contre la haine sur Internet, donc tous les phénomènes d'attaques, d'agressions, de violences qui sont aujourd'hui malheureusement des phénomènes coutumiers, et dont en tant que figure publique, mais aussi en tant que militant et personne et citoyens sont régulièrement victimes. Et cette proposition de loi, elle a été aussi formulée après un certain nombre de rapports, de travaux avec des professionnels, des spécialistes. Et au final, ce à quoi on aboutit de notre point de vue, et voilà pourquoi nous nous y sommes opposés, que nous avions déposé également une contribution lors du recours au Conseil constitutionnel, et nous sommes félicités qu'une bonne partie de cette loi ait été censurée, parce qu'en fait, elle fait le contraire de ce qu'elle prétend. En refusant en fait de s'attaquer aux racines mêmes, donc notamment au sein de l'écosystème Internet et du fonctionnement de l'économie Internet, sans se donner les moyens de remettre en cause ce fonctionnement qui facilite en fait la diffusion et la viralité de la violence sexiste, raciste et de toutes ces formes oppressives de domination, et puis surtout parce que une des solutions en fait très néolibérales, ça a été de privatiser en vérité la justice, c'est-à-dire de rendre les grandes plateformes, les compagnies qui possèdent l'Internet et qui organisent cette économie responsables de rendre la justice en fait sur Internet. Donc ce qui est tout le contraire de ce à quoi nous on croit au service public de la justice, à la justice faite par et pour le peuple, et donc y compris le sens même de cette loi et des mesures mises en œuvre, y compris en fait en oubliant que l'Internet lui-même est parcouru par des prismes, parce que ce n'est pas simplement des algorithmes abstraits, ce sont des personnes qui produisent des algorithmes et qui sont, et ça a été aussi largement étudié, qui retranscrivent des biais racistes, des biais sexistes,
j'ai pas le temps de revenir là-dessus, mais il y a eu des travaux, donc notamment par exemple sur des plateformes de recherche d'emploi où la manière dont sont conçus les algorithmes pour les CV vont discriminer des femmes, vont discriminer d'autres catégories. Et donc voilà, il n'y a pas de neutralité de ce point de vue sur Internet parce que ce seraient des machines, parce que les machines sont conçues par des personnes qui ont un espace mental et culturel particulier et qui reproduisent en fait cela. Et donc, en fait, on a eu ce projet de loi. Alors, c'est la question de la privatisation de la justice est un aspect important, de même que la non-remise en cause de l'économie d'Internet, mais il y a eu par ailleurs, dans ce cadre-là, également un débat qui est un peu hors du champ, mais sur la question de la remise en cause de la liberté d'expression, et puis surtout qui doit déterminer les limites à donner à la liberté d'expression. Et de notre point de vue, ça doit être avant tout le ou la juge, et donc la justice, et non pas les GAFAM et Zuckerman et Facebook, et qui par ailleurs ont toujours, je pense, des projets d'organiser eux-mêmes au sein d'une forme de cour suprême d'Internet cette justice-là. Et donc, de ce point de vue, pour nous, cette proposition de loi est à la fois la traduction de la nécessité en fait de répondre à une réalité qu'il faut combattre en s'en donnant les moyens de notre point de vue, ce qui n'a pas été le cas, et en même temps la manière dont la pensée néolibérale est aussi une pensée qui ne comprend pas le fonctionnement des discriminations dans leur nature structurelle, va en fait dévoyer en fait les outils juridiques et la justice, voilà, pour en fait favoriser que ce soit la prédominance des GAFA. Mais on a vu donc la rapporteure du texte et la ministre Schiappa à l'époque sur égalité femmes-hommes se féliciter de travailler main dans la main en fait avec Facebook et l'ensemble de ces plateformes, et en fait voilà, ça va vraiment dans y compris leur analyse générale où finalement c'est le marché qui régule tout, et y compris qui va aider à lutter contre les discriminations. Donc ça c'est cette expérience particulière et sur laquelle j'ai donné deux des grands axes d'intervention sur lesquels nous nous sommes battus. Alors le plus évident, ça a été bien sûr sur la question de la justice et sur le fait que pour lutter contre les discriminations sur Internet, en fait, ces discriminations, ce ne sont pas des violences et de la haine abstraites, mais ce sont des gens très réels, concrets, qui les subissent, et que donc, en fait, il fallait donner les moyens aux institutions qui existent et qui sont en mesure de faire ce travail, donc notamment la police et la justice. Quand on connaît aujourd'hui les moyens dérisoires d'une plateforme comme Pharos, qui est censée justement surveiller et être l'interlocuteur sur Internet en matière de signalement pour tout ce qui est violence sur Internet, et où c'est une poignée en fait d'agents qui s'occupent voilà de l'Internet, c'est-à-dire d'un espace absolument gigantesque. Voilà, on se rend bien compte que faire respecter ce qui existe et ce qui est la loi, parce que rappelons-le, sur Internet, la loi s'applique et doit pouvoir s'appliquer, est absolument dérisoire. Et par ailleurs, également, et ça a été, enfin, je pense que ça a pu être évoqué dans l'intervention précédente, sur le traitement des plaintes et des victimes, voilà, et c'est vrai sur tout un ensemble de champs, le mauvais accueil, parce qu'il n'y a pas de formation, alors pas de formation en général, et encore moins pas suffisamment de formation en matière de cyberharcèlement, etc. Et du coup, l'accueil est dérisoire. Sur la question de la justice, bien évidemment, c'est permettre qu'il y ait les moyens, et que les juges aient les moyens et le temps, et donc en termes de recrutement en matière de justice, de magistrats,
Et que à l'issue de ce texte avait été décidé la création en fait d'un parquet qui serait censé juger la haine sur Internet, mais sans bien sûr mettre les moyens, puisque le budget de la justice quand il a été augmenté, a été augmenté pour construire des prisons. Plutôt que pour répondre aux revendications des personnels et des professionnels de la justice, pas simplement au niveau des magistrats, mais des greffiers, mais voilà, de l'ensemble de ces agents. Et donc voilà, fondamentalement, encore une fois, la réponse, elle est avant tout dans les moyens du service public, de police, de justice, et la formation de ces personnels pour permettre un accueil. Le deuxième élément de réponse, et c'est là sur la nature structurelle, c'est sur la remise en cause de l'hégémonie des grandes plateformes, des GAFAM sur l'Internet. Ça veut dire un des outils, je vais très rapidement, il y a peut-être d'autres personnes qui pourront le développer, des outils qui permettent par exemple l'interopérabilité, c'est-à-dire que on peut se retirer en fait de plateformes où on subit une forme d'harcèlement tout en maintenant en fait les contacts qui font l'internet, c'est-à-dire les réseaux sociaux, et ce qui était d'ailleurs à l'origine d'internet, d'avoir en fait la possibilité de cette interopérabilité, et donc qui est en fait un processus très simple, mais qui en fait ne convient pas aux plateformes parce que leur intérêt en fait c'est de maintenir et d'obliger en fait tout le monde à rester sur la plateforme, et le choix de s'en extraire signifie en fait perdre tous ses contacts. Bref, ça c'est un débat que nous avons porté avec d'autres sur le fait que, en fait, il faut casser et remettre en cause cette économie d'Internet qui se base sur la viralité, qui se base en plus sur la diffusion de contenus qui font du buzz, qui soit le plus choquant possible. Et donc, c'est ça qui est favorisé par les algorithmes, et c'est ça qui est favorisé par l'Internet. Et donc, là où on voit que l'outil, en fait, la lutte contre ces discriminations et la manière d'intervenir pour les réduire et les éradiquer est aussi une question économique et politique très claire. La question, c'est est-ce qu'on veut remettre en cause le pouvoir des GAFAM et surtout la structure même de cette économie d'Internet. On pourra en discuter dans la discussion, et je pourrais vous donner plus d'éléments sur ces débats. Et bon, bien sûr, tous les amendements que nous avons pu faire sur ce texte, vous les retrouvez sur les réseaux que nous avons diffusés. Pour terminer, je voulais donner quelques éléments du travail que nous faisons actuellement avec Hugo Bernalicis sur la question de la lutte contre les discriminations et sur les propositions de loi cadre que nous, à la France Insoumise, on veut mettre en œuvre parmi, on va dire, les premières grandes lois que un gouvernement et une majorité insoumise mettraient en œuvre. Il y en a une, donc, notamment sur la question de la justice, sur la question des sécurités et sur la question de l'égalité des droits. Et ça, c'est un travail qu'on a commencé en faisant des auditions d'un certain nombre d'acteurs associatifs et du monde de la justice notamment, avec notamment la question de la nécessaire codification en fait du droit de la non-discrimination, puisque ça c'est un retour des auditions sur le fait que c'était un droit qui existait mais qui était assez éclaté, qui n'avait pas assez de visibilité, et donc il y a cette ambition de codifier le droit de la non-discrimination en le consolidant, y compris de manière constitutionnelle. En approfondissant la définition même de la notion de discrimination et en renforçant la protection des victimes. Et ça a été dit en fait sur la clarification, y compris des pouvoirs du juge, et de permettre qu'il puisse faire son office en approfondissant sur ce sujet. Il y a aussi, au-delà de cette question, un certain nombre de propositions
spécifiques. Je pense notamment sur la question du handicap, on a eu une audition extrêmement intéressante avec Elisa Rojas sur en fait le fait que aujourd'hui la France est en non-conformité en fait avec le droit international et les conventions de l'ONU sur la question du handicap et donc de la lutte sur les discriminations liées au handicap, et où du coup il y a un travail en termes de mise en œuvre politique et de mise en œuvre de politiques publiques de ces recommandations qui existent. Et donc là, on est moins dans le domaine législatif que dans le domaine réglementaire. Et c'est-à-dire que, voilà, est-ce qu'on met en œuvre des moyens pour lutter contre ce type de discrimination. Il y a bien sûr l'ensemble des mesures que nous, on avait aussi déjà déposées dans des propositions de loi. Ça a été évoqué sur la question, par exemple, des récépissés de contrôle d'identité, que nous avons mis en avant également en matière de, par exemple, dans la question des sanctions aussi et du renforcement des sanctions au niveau des institutions et la nécessité de l'exemplarité des institutions avec la demande d'organismes indépendants pour notamment la police en matière de violences policières et autres. Plus généralement, l'idée c'est d'avoir avec ces lois cadres, en fait, un panel qui va du niveau constitutionnel au niveau réglementaire et décret en termes de politique, qui puisse répondre à ces situations, à ces enjeux, qui sont une base de débat que nous mettons au débat programmatique de ces élections présidentielles, notamment avec les acteurs et actrices du champ de la lutte contre les discriminations, les professionnels du droit, les associations. Et donc, je vous invite à suivre ce travail que nous allons continuer là à l'automne avec Hugo Bernalicis, au sein de l'équipe de la commission des lois et grâce au travail notamment de nos collaborateurs qui vont faire le gros du travail légistique, mais où nous appelons justement toutes les associations à participer à ce débat, à ce dialogue pour la mise en œuvre de ces propositions que nous espérons pouvoir réaliser quand nous serons majoritaires en 2022. Bien, merci beaucoup pour la qualité de vos interventions et leur diversité. Je m'étais fixé comme objectif de faire une synthèse, mais j'ai l'impression que ça va être assez compliqué. On va prendre tout de suite les questions. On va faire en sorte de les faire par volant de 4, 2 femmes, 2 hommes. Essayez de ne pas dépasser 2 minutes pour qu'on puisse faire parler tout le monde. Une fois qu'on prend les 4 questions, on y répond. Et ensuite, si on a encore un peu de temps, on reprendra 4 questions. Et si on a encore un peu de temps, mais on n'en aura pas d'assez. Donc on le fera que 2 fois. Voilà, il y a une première question là-bas. Je chauffe beaucoup du dos là. J'ose pas regarder. Bonjour, vous m'entendez là? Oui. Moi, je voudrais poser une question. Je vous remercie pour toutes vos interventions. Oui, je vous remercie pour toutes vos interventions. Je voudrais poser une question à l'avocate du travail. Je n'ai pas retenu votre nom, malheureusement. Alors, vous nous avez dit que vous attaquiez à la discrimination systémique et que pour ce faire, vous meniez des actions concernant des groupes qui font l'objet de la même discrimination. Donc, vous avez signalé les syndicats, les femmes. Est-ce que vous vous intéressez également aux jeunes dans les quartiers populaires qui sont discriminés à l'embauche et justement aux groupes qui sont nombreux, hein, ces jeunes qui sont discriminés à l'embauche, les jeunes diplômés et les non diplômés, les jeunes qui sont étudiants et qui ne trouvent pas de stage parce qu'ils sont d'origine maghrébine ou qui viennent de quartiers populaires. Donc, la question que je pose, est-ce que vous vous intéressez aussi à cette catégorie-là? Là-bas, encore une femme, un mec. Bonjour, merci pour l'intervention. Moi, c'était 2 questions.
c'était déjà savoir si, tout bêtement, il y avait des formations sur la discrimination pour les juges. Parce que vous avez parlé des juges, qui émettent des décisions, et je voulais savoir s'il y avait des formations pour eux. Et deuxième chose aussi, c'était savoir si c'était les modalités avoir plus de détails sur les modalités de réparation. Voilà. Merci. C'est pas assez, simplement c'est pas assez. C'est des sessions de combien d'heures, combien de personnes? C'est des formations de 3 heures. 3 heures, traiter des petits groupes. Oui, c'est un peu 15 personnes. Oui, oui, on m'entend. Très bien. Sur la méthode de Philadelphie, il y a des points qui sont extrêmement intéressants et il y a tu parlais d'universitaires qui travaillaient sur la question et qui, du coup, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur les conclusions de leurs travaux à ce sujet? Et sinon, j'ai été aussi doublé sur la question du volume horaire de formation des juges sur les discriminations. Et a-t-on régulièrement des juges qui sont condamnés eux-mêmes pour avoir pratiqué des discriminations? Nous manquerait une dernière question. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Je suis arrivée un peu en retard. Je ne sais pas si vous avez parlé dans les discriminations de la grossophobie. Et je voudrais savoir si vous avez des groupes actuellement que vous avez dû défendre pour ce thème-là. Bien, merci beaucoup. On prend les questions peut-être parfois dans le désordre, mais en tout cas les intervenants dans l'ordre. Je vais commencer par donner le micro à Caroline Mécari. Oui, d'abord vous excuserez le fait que je doive partir à 17h10 parce que je suis descendue à 17h15 un tout petit peu à côté. Bref, tout ça pour vous dire que sur la question de la formation des juges, c'est une question excellente. D'ailleurs, il n'y a pas que les juges, il y a aussi les avocats qui devraient être formés. Le problème, c'est que la thématique des discriminations, d'abord, vous l'avez compris au travers de notre table ronde, qu'elle est extrêmement vaste en réalité. Donc, ça va du droit du travail en passant par le droit pénal, en passant par le cyberharcèlement, qui par ailleurs relève de la loi sur la presse, etc. Donc c'est assez complexe. Les formations, elles sont très clairement insuffisantes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. L'ENM, qui est l'École nationale de la magistrature, assure des modules de formation continue, donc pour les juges qui sont déjà en place, qui sont généralement des modules de 3 heures, dans lesquels interviennent... Par exemple, moi, je suis déjà intervenue pour former des magistrats, pour les plutôt que les former, pour les sensibiliser à la thématique des discriminations dans leur très très grande diversité. Il est évident que ce n'est pas suffisant et qu'on ne peut pas à la fois avoir un arsenal légal, c'est-à-dire, je ne sais plus laquelle d'entre nous le disait, on a un arsenal extrêmement complet en réalité de textes qui permettent de lutter contre les différentes formes de discrimination, même s'il peut y avoir des compléments, comme sur la grossophobie par exemple. Mais il est quand même extrêmement complet parce qu'il a commencé à être mis en place à la fin des années 90, donc ça fait quand même, on a 30 ans. En revanche, ce qui fait défaut, c'est bel et bien à la fois l'incitation et des magistrats et des avocats et des policiers, bien évidemment, à se former, qui n'est pas suffisante. C'est aussi les moyens qui ne sont pas suffisants, ce qui renvoie à une question tout à fait différente, mais en réalité qui est totalement liée, qui est la question des recettes de l'État, des recettes de la France, et donc au-delà de cette question, évidemment, la question de la fiscalité. Donc voilà, tout se tient, vraiment tout se tient. Donc bon voilà, si ça ne répond pas tout à fait à la question, mais ça y répond quand même. Je vais répondre d'abord sur la question sur les jeunes des quartiers populaires. Alors la première chose, c'est que oui, ça nous intéresse. La deuxième, c'est qu'on est malheureusement contraint aussi par le cadre juridique, que ce soit de l'action individuelle ou de l'action de groupe. Donc en fait, on a des conditions à respecter pour pouvoir créer le dossier. Et typiquement pour l'action de groupe en droit du travail, on n'a jamais eu de demande, mais cela dit, j'y reviendrai, il y a un sujet quand même. En tout cas, en matière d'embauche ou de droit du travail, le problème, c'est que si on se focalise sur l'embauche, faire une action de groupe, ça paraît assez difficile. Je ne dis pas impossible, mais
difficile parce qu'il faut bien un employeur et un groupe au sein de l'employeur. Donc en fait, à l'embauche, ce sera compliqué. Il faudrait qu'on ait une série de jeunes qui ont candidaté ensemble sur une période, allez, disons, de peut-être 5 ans, et qui, ensemble, ont fait du testing et on peut prouver qu'ils ont tous été rejetés pour des critères discriminatoires. Enfin, bon, je dis prouver, mais c'est pour aller vite. Voilà, c'est ça l'idée. Il y a des choses à faire, mais clairement, pour l'instant, il n'y a pas eu de demande, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'organisation collective sur ce sujet. C'est assez compliqué de le faire. Cela étant, je mentionnerai quand même qu'il y a une action là qui a été lancée en matière de discrimination contre les jeunes des quartiers populaires par un de nos confrères, plusieurs de nos confrères d'ailleurs avec qui on travaille souvent, Slim Benachour et le cabinet d'Antoine Yoncan, qui travaillent sur justement les contrôles aux faciès et les abus policiers. Bref, on pourra y revenir, mais voilà, c'est la première, c'est pas devant le juge civil, c'est devant le Conseil d'État directement, donc c'est vraiment, encore une fois, on est dans de la création du droit, mais il y a des choses qui se font. Je répondrai juste très rapidement sur la grossophobie. C'est un sujet qui nous intéresse aussi. En réalité, je pense qu'on a de quoi s'en occuper dans les textes, avec l'apparence physique, avec l'état de santé, avec le handicap. On a les motifs pour s'en occuper. En revanche, on n'a jamais été saisi par une personne. Nous, on est aussi évidemment contraints, et c'est la même chose avec les dossiers sur l'origine, même si ça a tendance à changer ces dernières années. On est contraints par les gens qui viennent nous voir. Si personne ne vient nous voir pour porter ces dossiers-là, malheureusement, on ne peut pas aller devant le juge et faire avancer le droit sur la question. Donc, on n'a jamais été saisi sur le sujet. Je sais qu'il y a eu quelques contentieux, j'ai déjà vu des petits articles passer, mais c'est vraiment très rare. Voilà. Pour répondre sur la question du coup des travaux universitaires et des conclusions, quand on regarde en fait les conférences et les rapports qui sont faits, en fait donc au niveau de la procédure, en fait ils regardent les rapports qui sont faits par les policiers, et en fait ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait ils mettent en avant que selon qui est au-delà de la victime, selon qui est la personne qui est accusée de viol, selon le profil de la personne, par exemple selon si elle est blanche ou racisée. Globalement, si elle est racisée, la personne, on a plus de chances de tomber sur un dossier sur lequel il y aura des poursuites, tandis que si par exemple la personne est blanche, il y a plus de chances que le dossier soit classé sans suite. Si la personne donc, cumule des choses, par exemple, on voit aussi qu'il y a une surreprésentation par exemple, dans les cas de viol où la victime connaît son agresseur, c'est quelqu'un en fait, du cercle proche, et justement sur les retours qui sont faits par ces universitaires, ils démontrent que dans les dossiers qui sont souvent classés sans suite, c'est les cas où la victime connaît son agresseur, et donc en fait ça permet de pondérer, d'évaluer en fait, la surreprésentation de certaines catégories. Effectivement, si globalement il faut que les gens soient sanctionnés s'il y a viol, mais en fait ça permet de montrer la disproportion en fait, qu'il y a entre les enquêtes de victimation, ce que disent les victimes et la surreprésentation même sans rentrer dans les détails de certaines pratiques sexuelles, etc. Au moment du crime, et donc en fait de montrer qu'il y a des biais et vraiment déterminer, et je pense que ça du coup ça a il y a deux conclusions qu'on peut en tirer. Déjà le lien entre toutes ces institutions, du coup la justice, etc. et le fait d'avoir une recherche publique qui est financée, et donc du coup le fait de financer des doctorants, etc. pour qu'ils s'intéressent, et que du coup si on dit pour juger en fait l'efficacité d'une politique publique, que ce soit pas sur des impératifs financiers, monétaires, le fait de juger ça rentable, mais justement d'avoir des chercheurs qui disent nous on quantifie, et donc ça fonctionne bien, ça fonctionne moins bien, ce qui peut être une manière de changer le rapport en fait, aujourd'hui de rompre avec le New Public Management par exemple, et ça permet aussi de montrer c'est des choses qui arrivent de plus en plus dans le débat, les questions de justice prédictive, qui justement vont fonder en fait le fait de prendre certaines décisions, de lancer des poursuites et en fait d'automatiser un peu certains processus en se fondant sur des critères objectivables. Le champ de ces enquêtes montre que ces choses-là c'est à tout prix à éviter, parce que ça va renforcer des biais qui préexistent et qui font qu'aujourd'hui en fait la justice a du mal à être rendue selon le profil des victimes. Merci pour la question. Sur deux dimensions, sur la question de la formation, elle est fondamentale, et je pense que c'est vrai pour le champ de la justice, pour le champ de la police, mais aussi par exemple sur la question de l'éducation, parce que les victimes et les cadres dans lesquels les victimes doivent pouvoir entendre une écoute et être accompagnées. L'accompagnement des victimes, il commence aussi dans les cadres, notamment institutionnels, où elles et ils évoluent. Et on le sait, enfin, on a travaillé dernièrement au sein de la délégation Outre-mer sur la question des violences sexuelles au sein de
de l'éducation donc dans les Outre-mer, et où la question en fait de les interlocuteurs et l'interlocutrice institutionnelle dans l'école des jeunes sont eux-mêmes et elles-mêmes peu formés, et où du coup le cadre de l'école devrait être un cadre protecteur aussi. Donc on voit que c'est sur ce champ-là, sur l'ensemble de ces champs-là, on a donc les rapports réguliers de notamment la CNCDH et de la défenseur des droits régulièrement qui pointe la nécessité de la question de la formation. Et du coup, j'en profite pour aussi appuyer justement le travail de ces institutions, parce que je crois qu'elles ont aussi participé, donc notamment l'institution du défenseur des droits à rendre visibles ces problématiques et à politiser, non pas au sens partisan, mais en légitimant ces problématiques, en objectivant aussi avec les rapports, et en faisant des recommandations. Une de ces recommandations, c'est la nécessité, par exemple, de mettre en œuvre un observatoire des discriminations, parce qu'il relève... Alors, les moyens du défenseur des droits sont en l'état actuel, et étant donné l'étendue par ailleurs du champ, parce que c'est justement l'institution qui est censée être le premier guichet ou le principal guichet sur l'ensemble des discriminations. Et leur rapport régulièrement montre à la fois le travail qui est fait sur le terrain de plus en plus important et la disproportion entre les moindres moyens. Et donc une des recommandations importantes que nous reprenons à notre compte et que nous défendons, c'est la nécessité d'avoir un observatoire qui ait les moyens d'analyser et justement de faire ce travail-là objectif, et bien sûr des moyens aussi de ces institutions qui sont des interlocuteurs. Et donc ça fait partie, je crois, du travail, et ça a été dit justement sur le fait que la justice avance aussi parce qu'il y a une appropriation par les citoyens, les citoyennes et les victimes de ces outils-là. Et le fait de légitimer ces procédures, en fait... j'allais dire de vulgariser en fait la justice, parce qu'il y a quand même aussi un barrage en fait sur l'accès à la justice comme une institution qui est peu accueillante, qui est perçue comme peu bienveillante. Et donc le débat politique, le discours politique et les prises de position politiques participent à ce travail-là, pour que plus de personnes victimes de discrimination s'emparent de l'outil de la justice. Parce que je crois que c'est vraiment... moi, y compris, je fais partie aussi d'une tradition politique qui a longtemps en fait sous-estimé l'utilité de la justice comme aussi un outil politique, en faisant le droit, en faisant la jurisprudence et en faisant avancer en fait le droit concrètement. Et je crois qu'il faut qu'on s'habitue à ça et qu'on considère effectivement que non seulement la justice, le droit, et notamment le droit contre la discrimination, est le produit de nos luttes aussi, et surtout la lutte des personnes concernées. Ça a été très bien démontré dans les propos des personnes LGBT, des femmes, des personnes racisées, des syndicalistes, etc. C'est le produit de nos mobilisations, et du coup ça doit être aussi un outil dont on doit se saisir beaucoup plus systématiquement, et c'est ça aussi en fait qui fait avancer en fait l'égalité, et je crois que de ce point de vue-là, une justice au service du peuple et de lutte contre les discriminations doit être une justice accessible, et c'est ce qu'on essaie de faire à travers ces débats et aussi à travers des propositions qu'on formule sur le sujet. Ok, peut-être s'il y a 2 petites questions supplémentaires, on peut les prendre, sinon les propos de Daniel sont conclusifs. Et on est obligé de dire au revoir à Caroline, qui est prise par ailleurs. Merci à toi. Je resterai bien, mais vous me retrouvez parce que je pars pas tout de suite. À tout à l'heure. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Okay. Oui. Donc en fait, je me définis, je me présente rapidement comme un militant des droits humains par chez moi à Orléans, et plus précisément sur les droits des personnes handicapées. Ça peut se défendre, ils peuvent se défendre n'importe où, même ici, sur les graviers, en terrain plat, en pente, bref, je les défends n'importe où. Et du coup, vous
vous avez parlé vers la fin de la question de l'articulation entre la loi du 11 février 2005 et sa conformité avec le droit international, ce qui m'a beaucoup interpellé parce que j'en parlais par ailleurs dans une autre conférence avec Caroline Fiat et Odile Morin, ma présidente d'Andy Social. Et c'est là que je me demandais si fallait pas au fait tout effacer et réécrire là-dessus. Ça c'était ma première question. Et la deuxième question, puisqu'on parlait plus spécifiquement des discriminations, ça fait des années que je recherche des exemples ou des conseils pratiques sur les discriminations liées au handicap, pas que sur les questions de droit du travail, mais autre sur les questions de droit du travail, même pour tout ce qui peut se faire, ou se fait déjà à distance. Je vous remercie. Merci. Moi aussi, je voulais soulever deux petites questions qui sont en fait un peu liées. Vous m'entendez bien? Oui, donc moi j'ai participé au sous-groupe Prison du Livre et Justice. Voilà, je m'appelle Olivia. Et du coup, je voulais soulever la question de la discrimination des sortants de prison. Je voulais... il y a beaucoup de discrimination à l'embauche, au logement, etc. Voilà. Et en fait, je voulais souligner, faire une réflexion un peu générale. On vit dans une société de violence, de vengeance, de la double peine, du harcèlement. Voilà. Depuis tout petit, en fait, à l'école... pas seulement à l'école, en fait, disons que on a parlé tout à l'heure, il y a un truc qui m'a mis la puce à l'oreille, on a dit, les juges, quand ils parlent de discrimination, ils pensent à la comparaison. Est-ce que l'autre, il est moins bien ou mieux traité que l'autre? Voilà. Et cette question de la comparaison, moi, il me semble que c'est effectivement intrinsèquement lié à la question de la discrimination, en ce que l'école, depuis tout petit, est fondée sur la comparaison entre les élèves. Les élèves pratiquent ce qu'on appelle le bullying, voilà, parce que l'autre est différent d'eux. Voilà. Et ils sont tout le temps dans la comparaison les uns avec les autres. Leur motivation devient extrinsèque, non plus intrinsèque. Pour moi, ce n'est pas justement... vous dites oui, c'est l'école qui devrait aider contre les discriminations. En fait, c'est le contraire. L'école est en train de construire les discriminations. Et si on veut une société qui déconstruit les stéréotypes, qui lutte contre la violence, il faut agir dès le plus jeune âge par l'éducation, par une autre école, par une autre pédagogie. Merci. Merci. Daniel d'abord. Refonder le droit du handicap. Oui, sur la question du handicap, je trouve que c'est intéressant. Je dois reconnaître que on avait décidé d'aborder cette question-là dans nos propositions de loi cadre, mais c'est vrai qu'on a relativement peu travaillé sur le sujet. On travaille en coordination avec Caroline Fiat aussi, mais du coup on s'est dit qu'il fallait aussi pouvoir aborder, au moins poser les bases de cette discussion. C'est vrai que la loi de 2005, enfin, c'est vraiment un serpent de mer, quoi, parce qu'en fait, on se rend compte par rapport aux échéances, à chaque fois, en fait, on repousse l'échéance sur des choses aussi simples que l'accessibilité. Enfin, c'est vraiment, tout ce qu'il ne faut pas faire en termes législatifs, c'est-à-dire qu'avoir un texte plein de mesures, en fait, qu'on n'est jamais en capacité d'appliquer et que l'État lui-même, les services publics lui-même sont en incapacité d'appliquer. Mais justement, le constat qu'on a fait aussi, c'est que de dire, en fait, aujourd'hui,
la structure législative, elle existe en fait. Ne serait-ce que le fait que la France est tenue de se conformer en fait aux conventions internationales. Donc en fait, il n'y a pas tant à inventer qu'à mettre en œuvre des politiques publiques qui permettent l'autonomie et qui permettent, c'est donc notamment un des débats qu'on avait eu sur le sujet à la fois. Et ça, on a eu en fait des propositions sur la revalorisation des auxiliaires de vie et la meilleure formation et d'un certain nombre d'agents comme les AVSH ou les AESH. Enfin, ça, c'est des choses concrètes sur lesquelles on a pu intervenir. Et on a vu que même sur ces questions-là, en fait, qui, j'allais dire, ne mangent pas de pain et ne représentent pas un pognon de dingue, la République En Marche avait été incapable d'avancer. Une des dernières questions sur lesquelles il y a eu un débat et qui a un peu sorti de l'Assemblée, ça avait été sur la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, là aussi, qui en fait n'est pas une mesure qui d'un montant extraordinaire, mais où la majorité a été incapable de l'accorder. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui ne relèvent plus tant en fait de la loi, de la législation, que de leur mise en œuvre et que de la volonté politique de les mettre en œuvre. Mais du coup, c'est aussi dans ce sens-là qu'on souhaite continuer le débat avec celles et ceux qu'on avait auditionnés, les associations, les personnes concernées et les différentes institutions sur ces premières propositions, parce qu'on assume aussi de ne pas être aussi formé qu'il le faudrait sur le sujet et de pouvoir justement alimenter par les échanges les propositions qu'on voudrait mettre en œuvre. Donc de ce point de vue, il y a encore beaucoup de choses à faire, y compris de notre part, et on est tout à fait ouvert aux contributions et aux propositions sur ce thème. Sur le handicap. Je vais compléter rapidement sur la question liée au handicap, juste sur ce qui se fait. Moi, c'est la seule chose à laquelle je peux répondre. Bon, sans surprise, c'est un contentieux qui est assez peu développé. D'ailleurs, quand on regarde dans les médias, il n'y a pas grand-chose qui sort. En revanche, en effet, ça dépasse le cadre du travail. Il y a des actions en matière d'accès aux biens et services privés, à l'école, à l'université. Enfin voilà, et je sais que il y a un certain nombre de décisions qui sortent sur le sujet, mais c'est assez rare. Nous, au cabinet, ce qu'on a, c'est plus des contentieux, bon, évidemment, qui sont liés au travail, parce qu'on a identifié sur les discriminations au travail, mais c'est déjà des contentieux qui, en fait, font fi des barrières à l'entrée. On n'a pas de question de handicap comme barrière à l'entrée, barrière à l'embauche, alors qu'il y en a, évidemment. Ce qu'on a, c'est des problèmes d'évolution au sein de l'entreprise qui sont liés au handicap. Et c'est des handicaps qui sont, en général, des handicaps visuels ou des handicaps auditifs. Donc, en fait, c'est très restreint. Comme, on a aussi des maladies chroniques, et là, on est à la frontière entre l'état de santé et le handicap. Mais voilà ce qui se fait devant le juge. Après, c'est encore une fois, là, le problème, c'est qui saisit les avocats en matière de discrimination liée au handicap. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire, que le droit, en réalité, même s'il doit sans doute être remanié, refondé, il y a beaucoup d'outils dedans. Et que la question, c'est qui saisit, comment, quels sont les moyens et quelle est l'organisation, le soutien collectif pour le faire, quoi. Voilà. Tu veux répondre ? Oui, non, pour conclure, parce qu'apparemment, il nous reste 2 minutes avant que la prochaine conf, on a déjà un peu dépassé, sur simplement la discrimination des personnes qui sortent de prison. C'est évidemment un scandale et c'est évidemment une double peine qui n'est pas du tout prévue par le code pénal et qui ne devrait pas intervenir. Malheureusement, c'est pas forcément rattachable. On se posait la question à l'un des 25 motifs et donc peut-être faudrait-il modifier la loi sur ce point-là. Voilà, je n'ai plus qu'à vous remercier, les intervenantes qui sont encore ici, Mécari qui est parti, et puis vous tous qui nous avez suivis. Merci beaucoup. Si le sujet vous a intéressé et si vous voulez vous impliquer aussi dans l'espace programme de la France Insoumise en vue de l'élection présidentielle de l'année prochaine, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre le livret justice. Voilà, merci à vous.